Bonjour, moi je vais vous présenter donc une partie de mes recherches et de mes conclusions obtenues suite à mon sujet de fin d'études, et donc plus particulièrement l'application ciblée d'un mélange permettant donc de consolider et stabiliser la mousse polyuréthane éther d'un carton mousse. Donc l'œuvre qui m'a été prêtée par le Mobilier National, c'est une maquette de tapisserie réalisée par Hervé Télémaque en 1985, intitulée « La cache est une confidence ». Elle mesure 1 mètre sur 1 mètre 40 pour un poids de 2,4 kg. Donc c'est assez léger au vu de ses dimensions, et ce parce qu'elle est principalement composée de papier et de mousse. 3 tapisseries ont déjà été réalisées à partir de cette maquette. La première en 89, visible à la Bibliothèque nationale de France sur le site François Mitterrand. La deuxième en 2000 et la troisième et dernière en 2007. 5 tapisseries peuvent encore être tissées à partir de cette maquette. Donc la maquette peut donc être réutilisée. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a conditionné notre travail, qui nous a suivis tout au long de notre... qui a guidé nos idées et nos réflexions pour la conservation-restauration de cette maquette. Donc, une maquette de tapisserie sert durant 3 étapes. Tout d'abord, l'échantillonnage, où les lissiers utilisent les échantillons de laine qu'ils ont dans un nuancier pour choisir lesquels correspondent le mieux aux couleurs de la maquette. Ensuite, il est réalisé un agrandissement photographique à l'échelle de la future tapisserie, que l'on voit là épinglé au mur, qui permettra de décalquer les formes et de les retranscrire sur le métier à tisser. Et la maquette, on peut la voir là aussi, elle est installée durant toute la durée d'un tissage, à côté des lissiers, parce qu'il vérifie donc les couleurs et notamment les textures, les reliefs. Et il faut savoir qu'un tissage peut durer, par exemple pour nous, là pour nos tapisseries, ça a duré entre 2 et 3 ans chacun. Donc la maquette, elle est exposée pendant, pour nous ça a été par exemple 8 ans, dans des conditions lumineuses qui ne sont pas contrôlées. Par exemple, on a fait aussi des études, des analyses, et les maquettes étaient à cet emplacement, par exemple à 1250 lux, et ce pendant donc 8 ans. Il n'y a pas non plus de filtre UV sur les fenêtres, et ça c'est vraiment pour permettre le travail de tissage, puisque les lissiers ont besoin de beaucoup de lumière. Voilà pour sa fonction. Donc nous, notre maquette, elle se présentait comme ça. Il y avait un grand carton mousse sur lequel 5 panneaux, tous de même dimension, étaient collés les uns à côté des autres. C'est sur ceci que l'artiste avait collé ses papiers découpés. Selon Hervé Télémaque, le grand carton mousse n'est pas d'origine. Comme le découpage en 5 panneaux, lui, il a collé ses papiers découpés sur un grand carton mousse. Ce ne serait qu'après acquisition qu'il aurait été découpé en 5 panneaux et collé sur un précédent support de même dimension. Et plus tard, certainement pour protéger les panneaux des manipulations et des coups, collé sur un grand carton mousse. Donc qu'en est-il des découpages s'il n'y a pas de la marque artiste? Ça, on n'a pas vraiment pu le savoir. Les lissiers nous ont dit que découper une maquette de la sorte ne leur était vraiment d'aucune utilité. Donc les seules hypothèses, c'est que l'artiste se trompe, qu'il a peut-être découpé lui-même la maquette pour la transporter de son atelier, son atelier au Mobilier National, ou bien que c'est pour faciliter le rangement de la maquette dans les réserves, car elle était de dimension assez importante, mais on n'a pas trouvé d'exemple similaire. Pour ce qui est de la composition, donc bien qu'il n'ait pas été intégré à la maquette au même moment, les 2 cartons mousse sont de composition quasiment similaire. Tous deux ont une âme en mousse polyuréthane éther à base donc de cellules fermées, ce qui confère une rigidité, une absence de résilience à la mousse. Il faut savoir que les cartons mousse, en majorité, avant 85, ils sont faits en polyuréthane éther. Après, dans les années 90, apparaît le polystyrène qui est plus stable, enfin qui jaunit moins. Voilà. Ensuite, essentiellement pour le grand carton mousse, on a une première couche d'un papier translucide. Puis, pour les 2 cartons mousse, on retrouve la stratigraphie suivante. Une première couche d'un papier pâte mécanique, une couche d'un papier pâte chimique sur lequel on trouve une sauce de couchage, donc constituée d'un liant et d'un pigment. On a pu analyser le pigment comme étant du carbonate de calcium. Par contre, pour le liant, on n'a pas pu analyser sa nature, vérifier sa nature. On peut penser qu'il s'agirait d'un liant acrylique ou bien de latex synthétique par des tests sur les revêtements de notre maquette et en croisant avec la littérature. Après, pour ce qui est de l'adhérence de la mousse au revêtement, ça se fait sans colle en fait.
lorsque la mousse est en train de s'expandre et de polymériser, c'est à ce moment-là qu'on vient appliquer les revêtements à sa surface avec une légère pression. Là, je sais pas, en fait... Là, sur cette photo, là, on voit les mousses, les cellules, elles sont un peu plus grandes, que là, elles sont un peu plus comprimées. C'est parce qu'on est venu faire une pression sur la mousse. Donc voici pour la présentation technique des matériaux. Nous, ce qu'on observait sur notre maquette, c'est un jaunissement et un effritement au toucher de la mousse. Également, ça c'est donc dû, comme on l'a vu que c'est une mousse polyuréthane éther, c'est dû donc à la lumière, à l'oxygène, qui altère le polyuréthane éther. Et donc on peut penser que la dégradation est localisée essentiellement sur le tranche parce que sur les deux côtés, c'est recouvert par un revêtement. Et également, car c'est à cellules fermées, on peut penser que ça ne s'est pas diffusé très en profondeur. Ensuite, il y a des lacunes et des compressions. Ça, c'est dû à des chocs et à des manipulations peu précautionneuses. Et enfin, on observe également un fort jaunissement des revêtements, certainement dû à l'hydrolyse de la couche de carton ou bien aussi à l'oxydation du liant. Par exemple, c'est un liant acrylique, on peut penser que la lumière l'a oxydé. Donc en définitive, 4 grandes causes d'altération de nos cartons mousse sont à relever. Donc la lumière qui est très importante dans les ateliers de tissage, l'humidité qui n'est également pas contrôlée dans les ateliers de tissage ni dans les réserves, la composition du carton mousse qui n'est pas un matériau en 85 fait pour durer, et les manipulations et le stockage qui, certainement du fait des anciens statuts des maquettes qui étaient considérés plus comme des objets subordonnés à un tissage, ne faisaient pas l'objet du même soin qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai qu'elles sont un peu mieux considérées. Donc, il a fallu nous interroger avant toute intervention de restauration, conservation, sur le statut de ces deux cartons mousse. Que fallait-il retirer? Que fallait-il conserver? Donc tout d'abord, on aurait pu par exemple retirer la mousse des panneaux pour ne garder que le revêtement supérieur et avoir accès à la couche de carton dégradée et peut-être trouver un moyen de la traiter. On n'a pas retenu cette possibilité pour 3 raisons. Déjà, c'était une intervention périlleuse. En plus, la mousse, normalement, n'est pas dégradée à cœur puisque la lumière n'a pas d'accès, ni l'oxygène. Et donc, on peut penser que si elle n'est pas dégradée, elle ne va pas catalyser l'altération des revêtements. Et en dernier lieu, c'est parce que c'est aussi le choix de l'artiste. C'est lui qui a choisi ce carton mousse pour sa légèreté et sa blancheur. Ensuite, on aurait pu également retirer le grand carton mousse pour le remplacer par exemple par un carton de conservation ou un carton mousse neuf et ne pas avoir à intervenir sur ce grand carton mousse. Cependant, après discussion, comme ce grand carton mousse a permis de protéger les panneaux des manipulations et que c'est certainement ce but qui a motivé le choix de le substituer au précédent support, il a été décidé de le garder et le traiter tel que les panneaux. Donc ce grand carton mousse témoigne de la volonté de prendre soin à un moment donné des maquettes. Donc, comme nous gardions les deux cartons mousse dans leur totalité, a fortiori que la maquette pourrait être réutilisée et exposée longuement à la lumière, il nous fallait intervenir sur cette mousse qui s'effritait. Donc, l'objectif de notre étude est de stabiliser la mousse sans tacher les revêtements, en sachant que donc, la mousse n'est dégradée que sur les bords. Nous souhaitions donc restructurer les cellules de mousse dégradées et protéger les tranches de l'action de la lumière future. Une recherche donc menée pendant plusieurs années au Culturage Agency Héritage des Pays-Bas a permis de mettre au point un mélange efficace pour traiter les mousses de cette nature. Il se compose donc du Tinuvin B75, qui est un stabilisateur à la lumière qui capte les UV et stoppe les réactions en chaîne, de l'impranil DFV1, qui donc restructure les cellules de mousse, et de 2 solvants, l'isopropanol et l'eau, qui véhiculent les 2 produits mentionnés précédemment. Donc ce mélange n'a été testé dans l'étude citée que sur des mousses à cellules ouvertes et plus grosses que celles de notre carton mousse, et son impact sur les papiers n'a pas été étudié.
Donc tout d'abord, pour faire notre protocole scientifique, il fallait qu'on trouve des éprouvettes qui soient représentatives, donc un carton mousse de même nature. On a sélectionné un en carton au Mobilier National vieux de 15 ans, cependant il n'était pas assez dégradé, s'effritait pas au toucher, donc on a décidé de le faire vieillir à la lumière selon ces conditions. Et au cours de ce vieillissement, on a suivi par spectrométrie infrarouge à transformer de Fourier l'avancement de la dégradation. Par exemple, là, à 3450 cm-1, en fait, d'après la littérature, et le pic croît lorsque la mousse se dégrade. Donc, en jaune à l'écran, vous avez le spectre d'absorption des panneaux, celui qu'on souhaite atteindre. En bleu, celui des éprouvettes non vieillies. En violet, après 120 heures de vieillissement. Et en vert, après 212 heures. Comme au terme de ces 212 heures, les spectres étaient quasiment à hauteur égale, on a décidé d'arrêter là le vieillissement. Également, des prétests nous ont permis d'arrêter 2 outils d'application. Donc, l'aérographe et le nébuliseur médical. Et aussi, 2 proportions en solvant ont été choisies. Là, ici, dans la solution C1, c'est celle utilisée dans l'étude menée aux Pays-Bas. L'eau est majoritairement présente. Tandis que dans la solution C2, on a choisi d'augmenter la proportion en isopropanol. Et ce, parce qu'on voulait que ça se disperse bien dans la mousse. Et il fallait que le mélange puisse s'incorporer dans des petites cellules de mousse, qui plus est seulement ouvertes aux endroits où ils étaient dégradés. Et toujours avec cette volonté d'améliorer la pénétration du mélange, on a testé un pré-traitement à l'isopropanol. Parce qu'on souhaitait aussi que ça ne forme pas un film à la surface de la mouche épais qui allait s'effriter. Enfin, aussi, alors les pré-tests nous ont permis d'arrêter aussi un nombre de passages à l'aérographe et des temps d'application en nébuliseur. En tout, on a testé 24 combinaisons différentes d'applications. Et entre chaque passage, on protégeait la surface des revêtements avec des papiers, des buvards, qu'on changeait donc à chaque fois. L'évaluation de l'impact du mélange sur les revêtements s'est fait grâce à des prises de photos avant et après traitement. L'évaluation de l'apport des produits de consolidation et de stabilisation à la lumière s'est faite grâce à 2 tests mécaniques. Un premier, c'était un test de pelage où on venait appliquer un post-it à la surface de la mousse avec une éponge qui glissait au travers une charnière pour que ça soit assez répétitif et qu'on exerce la même pression. Et la quantité de dépôt sur le post-it était évaluée visuellement. Le second test était un test de résistance à l'empreinte, mais plus sommaire que celui qu'on a vu précédemment, où en fait il y avait un fil de fer fixé à une plaque en plexiglas que l'on venait appliquer à la surface de la mousse avec peu de poids pendant 30 secondes. Et après on mesurait la taille de l'empreinte, et plus elle était importante, plus cela traduisait l'inefficacité du traitement, donc parce que et la fragilité de la mousse. Donc notre protocole s'est déroulé comme suit. On a pris en photographie les éprouvettes, on a appliqué le mélange, ensuite on a coupé les éprouvettes en 2 et on a fait vieillir une partie des éprouvettes à la lumière pour éprouver l'apport du tinuvin B75 dans le temps. On a réalisé les tests mécaniques, pris à nouveau les photographies et un dernier vieillissement, mais cette fois-ci humidité, a été réalisé sur une partie des éprouvettes. On souhaitait savoir si le mélange peut, sous certaines conditions humides, migrer dans les revêtements et les tacher. Donc les photographies nous ont permis de constater que le nébuliseur conjugué à une solution riche en isopropanol est à proscrire, car cela tache à chaque fois les revêtements, tout comme un pré-traitement à l'isopropanol. Donc d'autres séries d'éprouvettes sont à exclure pour ne garder que celles en fait, qui n'ont pas taché les revêtements, visibles à l'écran. Et aussi, après le traitement, le vieillissement, température, humidité, aucune tache n'est apparue. Mais en fait, celle déjà présente fonce. Et cela est imputé à la présence en fait, dans la pranyle de polyester qui donc est sensible à l'humidité. Donc ces observations permettent d'affirmer qu'il n'y a pas de risque de migration s'il n'y a pas de tache, en fait, pas de produit qui s'est déposé sur le revêtement. Ensuite, ces histogrammes présentent la taille des empreintes dans la mousse en fonction des 2 modes d'application.
Non, pardon. Concernant donc les tests mécaniques, c'est le test de résistance à l'empreinte qui a donné les meilleurs résultats, donc qui est présenté ici. Donc les histogrammes à l'écran présentent la taille des empreintes en fonction des différents modes d'application. Et en prenant en compte seulement les combinaisons qui n'ont pas taché les revêtements, donc présentées par des étoiles vertes à l'écran, c'est l'application pendant 90 secondes au nébuliseur avec la solution C1 et 6 passages à l'aérographe avec la solution C2 qui ont donné les meilleurs résultats. Ensuite, cette nouvelle histogramme nous présente la taille des empreintes dans la mousse en fonction des 2 modes d'application qu'on vient de retenir. En bleu, vous avez la taille des empreintes après application et en rouge, la taille des empreintes après application et vieillissement à la lumière. Donc, concernant l'application à l'aérographe, la mousse après vieillissement à la lumière résiste autant que précédemment au test de l'empreinte. Celle au nébuliseur, un peu moins, mais cela reste toujours plus efficace que si les échantillons n'avaient pas été donc consolidés. Donc on a validé ces 2 modes d'application et on a pu les mettre en œuvre sur notre maquette. Ainsi, la consolidation de la mousse polyuréthane de la maquette s'est faite selon ces résultats. On a choisi d'utiliser le nébuliseur parce qu'on se sentait plus en confiance à le mettre en œuvre sur la maquette. Donc sur les tranches des panneaux, le mélange a été appliqué 3 fois pendant 30 secondes. Tandis que sur le grand carton mousse, en fait, on n'a fait qu'une seule application de 30 secondes parce qu'il était moins dégradé que les panneaux et qu'il ne s'effritait pas au toucher. On a également pris soin, en fait, de cette fois-ci plier à angle droit les buvards de façon à ce qu'ils recouvrent les bords des revêtements. Et également, on les a changés entre chaque application. La maquette, pendant ce traitement, était totalement recouverte par un film plastique. Après, pour pouvoir remplacer les revêtements, replacer les revêtements qui étaient soulevés, et aux endroits où la mousse était lacunaire, il nous a fallu trouver un matériau pour combler la mousse, afin de restituer un support plat sur lequel replaquer les revêtements. Et on a choisi une mousse polyuréthane éther, donc d'un carton mousse, qu'on a stabilisé au Tinuvin B75 à 3%. Car on s'est dit que lorsqu'elle va vieillir, en fait, elle va le faire de la même manière que la mousse de notre maquette. Donc là, on a avant restauration, le comblement qui est fait, stabilisé au Tinuvin, teinté à l'acrylique et collé. Et ensuite, on a réappliqué les revêtements. Aussi, bon, ça je le présente parce que ça fait partie un peu des cartons mousse. Notre problème, c'était vraiment aussi le jaunissement des revêtements. Ça, on a essayé de les nettoyer avec des hydrogels. On s'est dit que ça pouvait peut-être absorber les produits de dégradation de la couche de carton. Là, on peut voir à l'écran que le gel a bien jauni, mais en fait, il y a un large front d'auréole. Très visible. Et en plus, là où le gel a exercé son action, le revêtement s'est assombri. Car en fait, à l'origine, le revêtement était calandré et lisse et que l'apport d'eau par les gels a fait gonfler les fibres et a donné du relief à la surface qui réfléchissait autrement la lumière. Ensuite, concernant la conservation préventive, au départ, on voulait encadrer la maquette de façon à ce qu'elle soit protégée par une vitre, merci, lors du tissage dans les ateliers. Or, une vitre allait certainement gêner leur travail. On leur a discuté avec eux. Pour eux, c'était pas possible. Enfin, c'était difficilement acceptable d'avoir une vitre pour exercer leur métier. Donc, il fallait qu'elle soit, cette vitre, démontable. Après avoir consulté plusieurs encadreurs, nous n'avons pas trouvé de système satisfaisant. Pour une œuvre de cette dimension, faire un encadrement avec une vitre démontable aurait été assez dangereux à la manipulation. Donc on a fait seulement des préconisations pour l'exposition dans les ateliers, comme recouvrir la maquette d'un tissu lorsqu'elle n'était pas utilisée. Cependant, cela se fait déjà, par exemple, comme on a vu, je ne sais pas si dans la photo, la première photo, où pour les agrandissements photographiques, ils mettent déjà des rideaux en fait en tissu. Je n'aurais pas dû faire ça. Non, je vais quand même le faire parce que... voilà. Là, ils mettent des rideaux en fait parce que c'est aussi un problème pour les agrandissements photographiques qui sont altérés par la lumière, même si ils peuvent le refaire, mais ça coûte assez cher. Voilà. Merci beaucoup.